puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais il instruit les âmes à la vertu. Et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde? Et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve. On n'attend pas même qu'on en demande et au cours au devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière, reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gusman, que Don Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous. Et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Elle a raison encore. Dis-moi, je te prie, Sganarelle, qui peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelque froideur, qu'il l'est obligé à partir? Non, pas. Mais à vue de pays, je connais à peu près le train des choses et sans qu'il m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je peux peut-être me tromper, mais sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi? Ce départ si peu prévu serait une infidélité de donjon. Il pourrait faire cette injure au chaste feu de Don Elvire? Non, c'est qu'il est jeune encore et qu'il n'a pas le courage. Un homme de sa qualité ferait une action si lâche? Ah oui, sa qualité, la raison en est belle, et c'est par là qu'il s'empêcherait des choses. Mais les seins nœuds du mariage le tiennent engagé. Mais mon pauvre Gusman, mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan. Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie. Et je ne comprends point comme après tant d'amour et tant d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports enfin et tant d'emportements, qu'il a fait paraître jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent pour mettre Don Elvire en sa puissance. Ah, je ne comprends pas, dis-je, comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Je n'ai pas grande peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il a changé de sentiment pour donner Elvire. Je n'en ai pas de certitude encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant lui. Et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Mais par précaution, je t'apprends, Internos, que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau d'Épicure, un vrai sardanapale, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire et traite de billevesées tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Crois qu'il aurait plus fait pour sa passion et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autres pièges pour attraper les belles. C'est un épouseur à toutes mains. Dames, demoiselles, bourgeoises, paysannes, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Mais tu demeures surpris et changes de couleur à ce discours. Ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit que le courroux du ciel l'accable quelques jours. Qu'il me vaudrait mieux d'être au diable que d'être à lui, et qu'il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût déjà... je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Mais le voilà qui vient, c'est par où? Ah, écoute au moins! Je t'ai fait cette confidence avec franchise. Et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Psst.
Quel homme te parlait là? Il m'a bien de l'air, ce me semble, du bon Gusman de Don Elvire. C'est quelque chose aussi à peu près de cela. Hein. Quoi, c'est lui? Lui-même. Et depuis quand est-il en cette ville? D'hier au soir. Et quel sujet l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. Notre départ, sans doute. Le bonhomme en est tout mortifié et m'en demandait le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Que vous ne m'aviez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête. Tu le crois? Oui. Ma foi, tu ne te trompes pas. Et je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée. Eh mon Dieu, je sais mon Don Juan sur le bout du doigt et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de lien en lien et n'aime guère à demeurer en place. Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Monsieur, Quoi? Parle! assurément que vous avez raison, puisque vous le voulez. On ne peut pas aller là contre. Hein. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non. La constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir les mérites de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême, à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini. Et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai, sur ce sujet, l'ambition des conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes, pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Vertu de ma vie, comme vous débitez, il semble que vous ayez appris cela par cœur. Et vous parlez tout comme un livre. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire. Je ne sais que dire, car vous tournez les choses d'une manière qu'il semble que vous avez raison, et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde, et vos discours m'ont brouillé tout cela. Laissez faire, une autre fois je mettrai mes raisonnements par écrit pour disputer avec vous. Tu feras bien. Mais monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Comment? Quelle vie est-ce que je mène? Oh, fort bonne. Mais par exemple,
vous voir tous les mois vous marier comme vous faites. Y a-t-il rien de plus agréable? Mais il est vrai que cela est fort agréable et fort divertissant, et je m'en accommoderais assez moi-même, s'il n'y avait point de mal. Mais monsieur se jouait ainsi d'un mystère sacré. Va Et... Va. C'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous la démêlerons bien ensemble sans que tu t'en mettes en peine. Mais monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'était une méchante raillerie que de se railler du ciel, et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Oh là! Maître Sceau, vous savez que je vous ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances. Oh, je ne parle pas aussi à vous, Dieu m'en garde. Vous savez ce que vous faites, vous, et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a certains petits impertinents dans le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi. Qui font les esprits forts parce qu'ils croient que cela leur sied bien. Et si j'avais un maître comme cela, je lui dirais fort nettement, le regardant en face: osez-vous bien vous jouer au ciel? Et ne tremblez-vous pas de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes? Ah, c'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. Je parle au maître que j'ai dit. C'est bien à vous de vouloir vous mêler, de tourner en raillerie ce que tous les hommes révèrent. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré et des rubans aux couleurs de... c'est pas à vous que je parle, c'est à l'autre. Pensiez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme? Que tout vous soit permis et qu'on ose vous dire vos vérités? Eh bien, apprenez de moi, qui suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies, et qu'une méchante vie amène une méchante mort, et que... Mais Donc, de quoi est-il question? il est question de te dire qu'une beauté me tient au cœur. Et qu'entraîné par ses appâts, je l'ai suivi jusque dans cette ville. Mais n'y craignez-vous rien, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Et pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Fort bien. Le mieux du monde. Et il aurait tort de se plaindre. J'ai eu ma grâce de cette affaire. Mais cette grâce n'éteint peut-être pas le ressentiment des parents et des amis. Ah, n'allons point songer au mal qui nous peut arriver. Et songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui même qu'elle y vient épouser. Et le hasard me fit voir ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu 2 personnes être si contents l'un de l'autre, ni faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l'émotion. J'en fus frappé au cœur. Et mon amour commença par la jalousie. Oui. Je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs. Et je me figurais un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais jusqu'ici, tous mes efforts ont été inutiles. Et j'ai recours au dernier remède. Cet époux prétendu doit aujourd'hui régaler sa maîtresse d'une promenade sur mer. Sans en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour. Et j'ai une petite barque et des gens avec quoi fort facilement je prétends enlever la belle. Monsieur Hein? C'est fort bien fait à vous. Vous prenez les choses comme il faut, et il n'est rien tel en ce monde que de se contenter. Prépare-toi donc à venir avec moi. Et prends soin toi-même d'apporter toutes mes armes afin que... Ah, rencontre fâcheuse. Traître, tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même? Monsieur, vous ne me l'avez pas demandé. Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit et de venir en ce lieu-ci? Me ferez-vous la grâce, don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Madame, je vous avoue que je suis surpris. Et que je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas, et vous êtes surpris, à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais, et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte, pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. Je cherchais des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgé exprès, sans sujet légitime, d'un départ si précipité, pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons, chaque jour, avez-vous me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux, et j'écoutais, avec plaisir, 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocent à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter,
Et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, don Juan, je vous prie, et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur, mais je n'en sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, Sganarelle parler, il n'importe de quelle bouche j'entende ses raisons. Allons, parle donc à madame. Que voulez-vous que je dise? Approchez puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Tu ne répondras pas. Mais je n'ai rien à répondre, vous vous moquez de votre serviteur. Veux-tu répondre, te dis-je? Madame. Quoi? Monsieur. Si. Madame, les conquérants, Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Vous plaît-il, don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité... Ah, mais que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi, que vous m'aimez toujours d'une ardeur sans égale, et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir, sans m'en donner avis, qu'il faut que, malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps, et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, assuré que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible, qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre, et qu'éloigné de moi vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre, et non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler, et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous, et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin, il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Non pas par les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience. Et pour ne croire pas qu'avec vous, davantage, je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qu'il nous attirerait quelque disgrâce d'en haut, et qu'enfin, je devais tâcher de vous oublier et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée? Et que j'allasse en vous retenant me mettre le ciel sur les bras? Que par... Ah, scélérat! C'est maintenant que je te connais tout entier. Mais pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que ce même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. Sganarelle, le ciel. Oh, vraiment, oui, nous nous moquons bien de cela, hein, nous autres. Madame... Et c'est fille, je n'en veux pas ouïr davantage. Je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur au premier mot doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproche et en injure. Non. Non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines. Et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore. Le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Si le remords le pouvait prendre. Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse? Quelle
l'abominable maître me vois-je obligé de servir. Nostradance, Pierrot. Tu t'es trouvé là bien à point? Parkien, il s'en est pas fallu l'épaisseur d'une épingle qui ne se soyons naillés tous deux. C'est donc le coup de vent d'un matin qui les a renversés dans la mare? Regarde bien, Charlotte, je m'en vais te conter tout fendrin comme ça est venu. Car comme dit l'autre, je les ai le premier avisés. Avisé le premier, je les ai. Enfin non. Gestionnons sur le bord de la mare. Moi et le gros Lucas, et je nous amusions à batifoler avec des mottes de tard que nous gestions à la tête. Car comme tu le sais bien, le gros Lucas, il aime à batifoler. Et moi, parfois, je batifole et tout. En batifolant donc, puisque batifoler y a, j'ai aperçu de tout loin là, quelque chose qui grouilloit dans l'eau et qui venait comme vers nous par secousse. Je voyais ça fixement, et puis tout d'un coup, je voyais plus rien. Ah! Hé, Lucas, ça y est, je fais. Je pense que voilà des hommes qui nagent là-bas. Voir, ce m'a-t-il fait? Hein? T'as été au trépassement d'argent, hein? T'as la veuille trouble? Oh, pas sans quienne, ça y est, je fais, j'ai pas la veuille trouble. Ce sont deux hommes! Pas du tout, ça m'a-t-il fait? T'as la berlue. Vas-tu gager, ça y est, je fais que j'ai point la berlue, ça y est, je fais. Que sont deux hommes, ça y est, je fais, qui nagent en droit ici, ça y est, je fais. Morken, ça m'a-t-il fait? Je gage que non. Ouh, ça y est, je fais. Tu gages dit seul que si? Ça va bien, ça m'a-t-il fait? Et pour te montrer, voilà l'argent sujet, ça m'a-t-il fait? Moi, je n'ai pas été ni fou ni étourdi. Et j'ai bravement bouté à terre 4 pièces tapées. Et 5 salons doubles, je le niquais aussi hardiment que si j'avais avalé un verre de vin. Quand je suis hasardeux, je vais à la débandade. Je savais bien ce que je faisais pour le temps que tenait. Enfin bon, je n'avons pas plutôt eu gagé que j'avons vu nos deux hommes tout à plein qui nous faisaient signe de les aller quérir. Et moi de tirer auparavant les enjeux. Allons, Lucas, ça y est, je dis. Tu vois bien qu'ils nous appelons, allons vite à nos secours. Non. Oh. Ce m'a-t-il dit? Ils m'ont fait perdre. Oh, donc tant qu'il n'y a que par la fin pour te le faire court, j'ai tant s'armené que je nous sommes boutés dans une barque. Et puis j'avons tant fait qu'à un, qu'à A, je les avons tirés de l'eau. Et puis je les avons menés chez nous pour se sécher. Et puis se sont dépouillés tout nus auprès du feu. Et il en est venu encore deux de la même bande qui s'est ensevelie tout seul. Et Mathurine est venue à qui il en a fait les yeux doux. Voilà justement, Charlotte, comme tout ça s'est fait. Ne m'as-tu pas dit, Pierrot, qu'il y en a un qui est bien plus mieux fait que les autres? Hein? C'est le maître. Il faut que ce soit que gros monsieur parce qu'il a du d'or à son habit. Tout pile haut jusqu'en bas. Et ceux qui le servent sont des messieurs eux-mêmes. Et cependant, tout gros monsieur qu'il est, il serait par ma fiquée noyé si j'avais pas été là. Ardez un peu. Oh, Parkien, sans nous, il en avait pour sa mène de fèves. Est-il encore chez toi, tout nu, Pierrot? Nana, Oh. ils l'avons rhabillé tout devant nous. Mon Dieu, je n'en avais jamais vu s'habiller. Que d'histoire et d'angigorneaux boutons ces messieurs-là, les courtisans. Ah, je me perdrais là-dedans pour moi. Ah, j'étais tout ébahi de voir ça. Tiens, Charlotte, ils ont des cheveux qui ne tenons point à leur tête. Ah, ils boutons ça après tout comme un gros bonnet de finance. Et ils ont des chemises qui ont des manches où j'entendrions tout brandi, toi et moi. En lieu d'autre chose, ils portent un garde-robe aussi large que d'ici à Pâques. En lieu de pourpoint, de petites brassières qui leur montent au point jusqu'au brisset. Et en lieu de rabat, un grand mouchoir de quoi rosio avec 4 grosses houppes de linge sur l'estomac. Et ils avons eu tout
d'autres petits rabats au bout des bras et de grands entonnoirs en passement aux jambes. Et alors, parmi tout ça, tant de rubans. Pouf! Tant de rubans, c'est une vraie pitié. Ah bah, y a pas jusqu'aux souliers qui ont s'enfarci tout de pied à bout jusqu'à l'autre. Et puis, ils sont faits d'une façon que moi, je me romprai le cou avec. Oh, oui. Par ma vie, Pierrot, faut que j'aille voir un peu ça. Oh, écoute un peu auparavant, Charlotte. J'ai quelque chose à te dire. Eh bien, dis, qu'est-ce que c'est? Vois-tu, Charlotte, il faut, comme dit l'autre, que je débonde mon cœur. Je t'aime, tu le sais bien. Hein? Et je sommes pour être mariés ensemble, mais Morken, je suis pas satisfait de toi. Non. Comment? Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Bah, y a que tu me chagrines l'esprit, franchement. Et comment donc? Bah, t'estiguer, tu m'aimes pas. Qu'est-ce que ça? Ah bah, c'est que ça, c'est bien assez quand même. Mon Dieu, Pierrot, tu me viens toujours dire la même chose. Je te dis toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose. Et si c'était pas toujours la même chose, eh ben, je te dirais pas toujours la même chose. Et qu'est-ce qu'il te faut? Que veux-tu? Bah, Jarniken, je veux que tu m'aimes. Oh, est-ce que je ne t'aime pas? Ah non, ça tu m'aimes pas. Et si je fais tout ce que je puis pour ça? Je m'en vais t'acheter sans reproche des rubans à tous les marchés qui passent. Je m'en vais rompre le cou à t'aller dénicher des mâles. Je fais jouer pour toi les vielleux quand vient ta fête et tout ça, c'est comme si je me frappais la tête contre un mur. Vois-tu, c'est ni beau ni honnête de n'aimer point les gens qui nous aiment. Mais mon Dieu, je t'aime aussi. Oui, oh, bah ça, tu m'aimes d'une belle dégaine. Ouais. Comment veux-tu donc qu'on fasse? Ah bah, je veux que l'on fasse comme l'on fait quand on aime comme il faut. Ne t'aimais-je pas aussi comme il faut? Ah non, 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 quand ça y est, ça se voit. Et on fait 1000 petites singeries aux gens quand on les aime du bon du cœur. Hein? Regarde un peu la grosse Thomas, comme elle a sauté du jeune Robin. Elle est toujours autour de lui à l'agacer, et jamais elle laisse son repos. Toujours elle lui fait que kniche ou lui baille que taloche en passant. Et l'autre jour, qu'il était assis sur un escabeau, elle fit tirer dessus lui, il fit choir de tout son long par terre. Ah ben Charlie, voilà qu'on voit les gens qui aiment. Mais toi, tu ne dis jamais mot. T'es là comme une vraie souche de bois. Alors, je pourrais passer 20 fois devant toi que tu ne te grouillerais pas pour me dire la moindre chose ou me bailler le moindre coup. C'est pas bien ça. Après tout, t'es trop froide pour les gens. Que veux-tu que j'y fasse? C'est mon humeur et je ne me puis refondre. Oh, il y a une qui tienne. Quand on a de l'amitié pour les personnes, on leur embaille toujours quelques petites signifiances. Enfin, je t'aime tout autant que je puis. Et si tu n'es pas content de ça, tu n'as qu'à en aimer que contre. Bah voilà pas mon compte. Eh, si tu m'aimais, est-ce que tu me dirais ça? Pourquoi me viens-tu aussi t'arabuster l'esprit? Marqué... Charlotte, comment elle te fait? Je te demande qu'un peu d'amitié. Eh bien, laisse faire aussi. Et ne me presse point tant. Peut-être que ça viendra. Tout d'un coup, sans y songer. Bon, bah, touche-la donc, Charlotte. Eh bien, tiens. Promets-moi que tu tâcheras de m'aimer davantage. J'y ferai tout ce que je pourrais, mais il faut que ça vienne de lui-même. Pierrot? Est-ce là ce monsieur? Ouais, le voilà. Oh mon Dieu, qu'il est gentil. Est-ce que ça aurait été dommage qu'il ait été noyé? Hein. Bon, je reviens tout à l'heure, hein? Je m'en vais voir Chopin pour me rabouter tant soit peu de la peine que j'ai eue. Ouais. Nous avons manqué notre coup, Sganarelle. Cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait. Mais à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur. Et je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin que me donnait le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas que ce cœur m'échappe. Et j'ai déjà jeté des dispositions à ne pas me souffrir longtemps de pousser des soupirs. Monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos amours grands. Paix coquin que vous êtes. Vous savez ce que vous dites et monsieur sait ce qu'il fait. Allons. Ah ah. D'où sort cette autre paysanne, Sganarelle? As-tu rien vu de plus joli? Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre? Assurément.
autre pièce nouvelle. D'où me vient, la belle, une rencontre si agréable. Quoi, dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes? Vous voyez, monsieur? Vous êtes de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Oh, la belle personne. Et que ses yeux sont pénétrants. Monsieur, vous me rendez toute honteuse. Ah, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu? Peut-on voir rien de plus agréable? Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh, que cette taille est jolie. Haussez un peu la tête, de grâce. Oh, que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Ah, qu'ils sont beaux. Que je vois un peu vos dents, je vous prie. Oh, qu'elles sont amoureuses, ces lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravi. Et je n'ai jamais vu une si charmante personne. Monsieur, cela vous plaît à dire et je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi, me railler de vous? Dieu m'en garde. Je vous aime trop pour cela. Et c'est du fond du cœur que je vous parle. Je vous suis bien obligée, si ça est. Point du tout. Vous ne m'êtes point obligé de tout ce que je dis. Et ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Monsieur, tout ça est trop bien dit pour moi et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Sganarelle, regarde un peu ses mains. Oh, fille, monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi. Que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Souffrez que je les baise, je vous prie. Oh, monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Et si j'avais su ça tantôt, je n'aurais pas manqué de les laver avec du son. Et dites-moi un peu, belle Charlotte, vous n'êtes pas mariée, sans doute? Non, monsieur, mais je dois bientôt l'être avec Piaro, le fils de la voisine Simonette. Quoi? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Non. Non! C'est profaner tant de beauté. Et vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune. Et le ciel, qui le connaît bien, m'a conduit ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur. Et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu et ne vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt, sans doute, mais quoi? C'est un effet, Charlotte, de votre grande beauté. Et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en 6 mois. C'est vrai, monsieur. Je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous dites me fait aise. Et j'aurai toutes les envies du monde de vous croire. Mais on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais croire les messieurs. Et que vous autres courtisans êtes des enjôleurs qui songez qu'à abuser les filles. Je ne suis pas de ces gens-là. La garde. Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation. Et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Moi, j'aurais l'âme assez méchante pour abuser une personne comme vous? Je serais assez lâche pour vous déshonorer? Non. Non, j'ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte. En tout bien et en tout honneur. Et pour vous montrer que je vous dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. En voulez-vous un plus grand témoignage? M'y voilà prêt, quand vous voudrez. Et je prends à témoin l'homme que voilà de la parole que je vous donne. Non, non. Ne craignez point, il se mariera avec vous, tant que vous voudrez. Hein, Charlotte, je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Vous me faites grand tort de juger de moi par les autres. Et s'il y a des fourbes dans le monde, des gens qui ne cherchent qu'à abuser des filles, vous devez me tirer du nombre et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Et puis, votre beauté vous assure de tout. Quand on est faite comme vous, on doit être à couvert de toutes ces sortes de craintes. Vous n'avez point l'air, croyez-moi, d'une personne qu'on abuse. Et pour moi, je l'avoue, je me percerais le cœur de 1000 coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Oh mon Dieu. Je ne sais si vous dites vrai ou non, mais vous faites que l'on vous croit. Lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice, assurément. Et je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite.
Ne l'acceptez-vous pas? Et ne voulez-vous pas consentir à être ma femme? Oui. Pourvu que ma tante le veuille. Touchez donc là, Charlotte, puisque vous le voulez bien de votre part. Mais au moins, monsieur, ne m'allez point tromper, je vous prie. Il y aurait de la conscience à vous, et vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Comment? Il semble que vous doutiez encore de ma sincérité. Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables? Que le ciel me... Mon Dieu, ne jurez point. Je vous crois. Donnez-moi donc un petit baiser, pour gage de votre parole. Oh, monsieur, attendez que je sois mariée. Après, je vous embrasserai autant que vous voudrez. Eh bien, Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main. Et souffrez que par 1000 baisers, je lui exprime le ravissement où je suis. Oh, tout doucement, monsieur. Oh, étonnez-vous, s'il vous plaît. Vous échauffez trop et vous pourriez gagner la purésie. Qui m'amène cet impertinent? Je vous dis que vous teniez, vous ne caressiez point nos accordés. Bah, que de bruit! Jerniken, c'est pas comme ça qu'il faut pousser les gens. Et laisse-le faire aussi, Pierrot. Comment que je laisse faire? Mais je le veux pas, moi. Hein? Quoi, alors, votre quai, parce que vous êtes un monsieur, vous viendriez caresser nos femmes à nos barbes. Allez vous en caresser les vôtres. Ouais. Vite, Stiguet, c'est pas bien de me battre. Oh, ne frappez pas votre quai, pas le sang quai, mon quai. C'est pas bien de me battre. Et c'est pas là la récompense de vous savoir sauver d'être naillé. Pierrot, ne te fâche point. Hein? Mais je me veux fâcher, moi! Et t'es une vilaine d'endurer contre Cajol, toi. Oh, Pierrot, ce n'est pas ce que tu penses. Ce monsieur veut m'épouser et tu ne dois pas te bouter en colère. Comment? Jarny, tu m'es promise? Ça n'y fait rien, Pierrot. Si tu m'aimes, ne dois-tu pas être bien aise que je devienne madame? Jerniken, non? J'aime mieux te voir crever que de te voir en honte! Va, Pierrot, ne te mets pas en peine. Si je suis madame, je te ferai gagner quelque chose. Et tu auras du beurre et du fromage chez nous. Mais votre Ken, j'en porterai jamais! Quand tu m'en paierais 2 fois autant! Est-ce donc comme ça que t'écoutes ce qu'il te dit? Morken, si j'avais su ça tantôt, je me serais bien gardé de le tirer de haut. J'aurais boyé un bon coup d'aviron sur la tête. Qu'est-ce que vous dites? Oh, Jerniken, je ne crains personne. Attendez-moi un peu! Pas du tout, moi. Voyons cela! Allons, bien vu l'eau. Ouais, monsieur! Laissez-là ce pauvre misérable! C'est conscience de le battre. Écoute, mon pauvre garçon, retire-toi et ne lui dis rien. Je veux lui dire, moi. Moi, je vous apprendrai! Peste sur du maroufle! Te voilà payé de ta charité! Je m'en vais dire à Satan, tous me lâcher. Moi. Enfin, je m'en vais être le plus heureux de tous les hommes. Et je ne changerai pas mon bonheur à toutes les choses du monde. Ah, que de plaisir quand vous serez ma femme et que... Monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, au contraire. C'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme. Et je lui répondais que j'étais engagé à vous. Qu'est-ce que c'est donc que vous veut, Mathurine? Elle est jalouse de me voir vous parler et voudrait bien que je l'épousasse. Mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi, Charlotte? Tout ce que vous lui direz sera inutile, elle s'est mis cela dans la tête. Comment donc, Mathurine? C'est en vain que vous lui parlerez, vous ne lui ôterez pas cette fantaisie. Est-ce Ne lui que... dites rien, c'est une folle. Je voudrais... donc- Laissez-la là, c'est une extravagante. Vraiment? Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Je pense... Elle est obstinée comme tous les diables. Non, il faut que je lui parle. Je veux voir un peu ses raisons. Je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Je dis... Gageons qu'elle vous soutiendra, que je lui ai donné parole de la prendre pour femme. Oh là, Charlotte, ça n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Ce n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur avait la première. Si vous avez vu la première, il m'a vu la seconde. Et m'a promis de m'épouser. Eh bien, que vous ai-je dit? Je vous baise les mains. C'est moi et non pas vous qui l'a promis d'épouser. N'ai-je pas deviné? À d'autres, je vous prie, c'est moi vous dis-je. Vous vous moquez des gens, c'est moi encore un coup. Le voilà qui pour le dire si j'ai pas raison. Le voilà que pour me démentir si je ne dis pas vrai. Est-ce monsieur que vous lui avez promis de l'épouser? Vous vous raillez de moi? Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari? Pouvez-vous avoir cette pensée? Vous voyez qu'elle le soutient. Laissez-la faire. Vous êtes témoin comme elle l'a su? Laissez-la dire. Non, il faut savoir la vérité. La question de juger ça. Oui, Mathurine, je veux que monsieur vous montre votre bec jaune.
Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu Camus. Oh, monsieur, videz la querelle, s'il vous plaît. Mettez-nous d'accord, monsieur. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Dites, parlez. Que voulez-vous que je dise? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qui en est sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Pourquoi m'obliger là-dessus à des redites? Celle à qui j'ai promis effectivement, n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Tous les discours n'avancent point les choses. Il faut faire et non pas dire. Et les effets décident mieux que les paroles. Aussi, n'est-ce rien que par là que je vous veux mettre d'accord? Et l'on verra, quand je me marierai, laquelle des deux a mon cœur. Laissez-lui croire ce qu'elle voudra. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je vous adore. Je suis tout à vous. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. On ne peut plus souffrir les autres quand on vous a vu. J'ai un petit ordre à donner. Je viens vous retrouver dans un quart d'heure. Monsieur, je viens vous avertir qu'il ne fait pas bon pour vous ici. Comment? 12 hommes à cheval vous cherchent, qui semblent avoir pris le long de cette côte. J'ai appris cette nouvelle d'un paysan qu'ils ont interrogé et auquel ils vous ont dépeint. Et le plus tôt que vous pourrez sortir d'ici sera le meilleur. Je suis celle qu'il aime, au moins. C'est moi qui l'épousera. Oh, pauvre fille que vous êtes. J'ai pitié de votre innocence et ne peux souffrir de vous voir courir à votre malheur. Croyez-moi l'une et l'autre. Ne vous amusez pas à tous les contes qu'on vous fait et demeurez dans votre village. Je veux bien savoir pourquoi ce Sganarelle ne me suit pas. Mon maître est un fourbe. Il n'a d'autre dessein que de vous abuser. Il en a bien abusé d'autres. C'est l'épouseur du genre humain. Et cela est faux. Et quiconque vous dira cela, vous devez lui dire qu'il en aurait menti. Mon maître n'est point l'épouseur du genre humain. Il n'est point fourbe, il n'a point dessein de vous tromper. Il n'en a pas abusé d'autres. Oh, tenez, demandez-le plutôt à lui-même. Oui, monsieur, comme le monde est plein de médisants, et je leur disais que si quelqu'un s'avisa de leur dire du mal de vous, elles se gardassent bien de le croire, et lui disent qu'il en aurait menti. Sganarelle! Monsieur est homme d'honneur, je le garantis tel. Oh! Ce sont des impertinents. Une affaire pressante m'oblige à partir d'ici. Mais je vous prie de vous ressouvenir de la parole que je vous ai donnée et de croire que vous aurez de mes nouvelles avant qu'il soit demain au soir. Comme la partie n'est pas égale, il faut user de stratagème et éluder adroitement le malheur qui me cherche. Je veux que Sganarelle se revête de mes habits et moi... Ah, monsieur, vous moquez-vous? M'exposer à être tué sur vos habits. Allons, vite! C'est trop d'honneur que je vous fais. Et bien heureux est le valet qui peut avoir la gloire de mourir pour son maître. Je vous remercie d'un tel honneur. Ô ciel, puisqu'il s'agit de mort, fais-moi la grâce de n'être point pris pour un autre. Avouez, monsieur, que j'ai eu raison et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier dessein n'était point du tout à propos, et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Il est vrai que te voilà bien. Et je ne sais où tu as été déterré cet attirail ridicule. Oui, c'est l'habit d'un vieux médecin qui a été laissé en gage à l'endroit où je l'ai pris. Et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération ? Que je suis salué des gens que je rencontre et que l'on me vient consulter ainsi qu'un habile homme ? Comment cela ? 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Tu leur as répondu que tu n'y entendais rien ? Moi, non. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit, j'ai raisonné sur le mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Et quel remède encore leur as-tu ordonné ? Ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances à l'aventure. Et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et qu'on m'en va remercier. Et pourquoi non ? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins ? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades, et tout leur art est pure grimace. Ils ne font rien que récolter la gloire des heureux succès, et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade, et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut provenir des faveurs du hasard ou des forces de la nature. Comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine ? C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Et vous ne croyez point du tout au séné, ni à la casse, ni au vin émétique ? Et pourquoi veux-tu que j'y croie ? Vous avez l'âme bien mécréante.
Cependant, vous voyez depuis un temps que le vin émétique fait bruire ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits. Et il n'y a pas 3 semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Et quel? Il y avait un homme qui depuis 6 jours était à l'agonie. On ne savait plus que lui ordonner et tous les remèdes ne faisaient rien. On s'avisa à la fin de lui donner de l'émétique. Il réchappa, n'est-ce pas? Non, il mourut. L'effet est admirable. Comment, voilà 6 jours entiers qu'il ne pouvait mourir, et cela le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace? Tu as raison. Mais laissons là la médecine où vous ne croyez pas, et parlons des autres choses. Car cet ami me donne de l'esprit, et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez que vous me permettez les disputes, et ne me défendez que les remontrances. Eh bien? Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyiez point du tout au ciel? Laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Eh? Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît? Oui, oui. Aussi peu. Mais ne croyez-vous point l'autre vie? Oh, voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Mais dites-moi un peu, le moine bourru, qu'en croyez-vous, hein? La peste soit du phare. Ah, voilà ce que je ne puis souffrir, car il n'est rien de plus véritable que le moine bourru, et je me ferai pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez? Ce que je crois. Oui. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8. La belle croyance. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Il faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes, et que pour en avoir étudié, on en est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit sorti tout seul en une nuit. Qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre, et le ciel que voilà là-haut? Est-ce que tout ça s'est bâti de lui-même? Vous voilà, vous. Vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? N'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Pouvez voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée sans admirer de quelle façon tout cela est agencé l'un dans l'autre. Ses nerfs, ses os, ses veines, ses artères, ce poumon, ce cœur, ce foie, et tous les autres ingrédients qui sont là. Oh, dame, interrompez-moi donc! Je ne saurais disputer si l'on ne m'interrompt. Vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, et que tous vos savants ne sauraient expliquer. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici? Que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses différentes en un moment et fait de mon corps tout ce qu'elle veut? Je veux frapper les mains. Haussez le bras. Levez les yeux au ciel. Baissez la tête. Remuez les pieds. Allez à droite. À gauche. En avant. En arrière. Tournez. Bon, voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Allez, je suis bien sûr de m'amuser à raisonner contre vous. Croyez ce que vous voudrez, il m'importe bien peu que vous soyez damné. Mais tout en raisonnant, je crois que nous nous sommes égarés. Appelle un peu cet homme que voilà là-bas pour lui demander le chemin. Oh là, oh! Oh, l'âme! Oh, l'ami! Oh, mon compère! Un petit mot, s'il vous plaît. Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Ah, vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes, et que depuis quelque temps, il y a des voleurs ici, autour. Je te suis bien obligé, mon ami. Et je te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelque aumône. Ton avis est intéressé à ce que je vois.
Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré dans ce bois depuis 10 ans. Mais je ne manquerai pas de prier le ciel, qui vous donne toutes sortes de biens. Prie-le donc qu'il te donne un habit, sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas monsieur, bonhomme. Il ne croit qu'en 2 204 et en 4 408. Quelle est ton occupation parmi ces arbres? De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise? Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques? Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à me mettre sous les dents. Voilà qui est étrange. Et tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner 1 louis d'or tout à l'heure. Pourvu que tu veuilles jurer. Ah, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner 1 louis d'or ou non. En voici un que je te donne. Si tu jures. Tiens, il faut jurer. Ah, monsieur! À moins de cela, tu ne l'auras pas. Ça va, je verrai un peu, y a pas de mal. Prends, le voilà. Prends, te dis-je. Mais jure donc. Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Va, va. Je te le donne. Pour l'amour de l'humanité. Mais que vois-je là? Un homme attaqué par 3 autres? La partie est trop inégale, et je ne dois pas souffrir cette lâcheté. Mais mon maître est un vrai enragé d'aller se présenter à un péril qui ne le cherche pas. Mais le secours a servi, et les 2 ont fait fuir les 3. On voit par la fuite de ces voleurs de quel secours est votre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rende grâce d'une action aussi généreuse et que... Je n'ai rien fait, monsieur, que vous n'eussiez fait en ma place. Notre propre honneur est intéressé dans de pareilles aventures. Et l'action de ces coquins était si lâche que c'eût été y prendre part que de ne s'y pas opposer. Mais par quelle rencontre vous êtes-vous trouvé entre leurs mains? Je m'étais par hasard égaré d'un frère et de tous ceux de notre suite, et comme je cherchais à les rejoindre, j'ai fait rencontre de ces voleurs qui d'abord ont tué mon cheval et qui, sans votre valeur, en auraient fait autant de moi. Votre dessein est-il d'aller du côté de la ville? Oui, mais sans y vouloir entrer. Nous nous voyons obligés, mon frère et moi, à tenir la campagne pour une de ces fâcheuses affaires qui réduisent les gentilshommes à se sacrifier, eux et leur famille, à la sévérité de leur honneur. Puisqu'enfin, le plus doux succès en est toujours funeste et que si on ne quitte pas la vie, on est contraint de quitter le royaume. Et c'est en quoi je trouve la condition d'un gentilhomme malheureuse. De ne pouvoir point s'assurer sur toute la prudence et sur toute l'honnêteté de sa conduite, d'être asservi par les lois de l'honneur, au dérèglement de la conduite d'autrui, de voir sa vie, son repos et ses biens dépendre de la fantaisie du premier téméraire qui s'avisera de lui faire une de ces injures pour qui un honnête homme doit périr. On a cet avantage qu'on fait courir le même risque. Et passer mal aussi le temps à ceux qui prennent fantaisie de nous venir faire une offense de gaieté de cœur. Mais ne serait-ce point une indiscrétion que de vous demander quelle peut être votre affaire? La chose en est au terme de n'en plus faire de secret. Et lorsque l'injure a une fois éclaté, notre honneur ne va point à vouloir cacher notre honte, mais à faire éclater notre vengeance et à publier même le dessein que nous en avons. Ainsi, monsieur, je ne feindrai point de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur séduite et enlevée d'un couvent. Que l'auteur de cette offense est un Don Juan Tenorio, fils de Don Louis Tenorio. Nous le cherchons depuis quelques jours et nous l'avons suivi ce matin sur le rapport d'un valet qui nous a dit qu'il avait pris le long de cette côte. Mais tous nos soins étaient inutiles et nous n'avons pu découvrir ce qu'il est devenu. Le connaissez-vous, monsieur, ce Don Juan dont vous parlez? Non, quant à moi, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai seulement ouï dépeindre à mon frère, mais la renommée n'en dit pas force bien. Et c'est un homme dont la vie... Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Il est un peu de mes amis. Et ce serait à moi une espèce de lâcheté que d'en vouloir dire du mal. Ah, pour l'amour de vous, monsieur, je n'en dirai rien du tout, et c'est bien la moindre chose que je vous doive, après m'avoir sauvé la vie, que de me taire devant vous d'une personne que vous connaissez lorsque je ne puis en parler sans en dire du mal. Mais quelque ami que vous lui soyez, j'ose espérer que vous n'approuverez pas son action, et ne trouverez pas étrange que nous cherchions d'en prendre vengeance. Au contraire, je vous y veux servir et vous épargner des soins inutiles. Je suis ami de Don Juan, je ne puis pas m'en empêcher. Mais il n'est pas raisonnable qu'il offense impunément des gentilshommes. Et je m'engage à vous faire raison par lui. Et quelle raison peut-on faire à ces sortes d'injures?
Toutes celles que votre honneur peut souhaiter. Et sans vous donner la peine de chercher Don Juan davantage, je m'oblige à le faire trouver au lieu que vous voudrez et quand il vous plaira. Cet espoir est bien doux, monsieur, à des cœurs offensés. Mais après ce que je vous dois, ce me serait une trop sensible douleur que vous fussiez de la partie. Je suis si attaché à Don Juan qu'il ne saurait se battre que je ne me batte aussi. Mais enfin, j'en réponds comme de moi-même. Et vous n'avez qu'à dire quand vous voulez qu'il paraisse et vous donne satisfaction. Que ma destinée est cruelle. Faut-il que je vous doive la vie et que Don Juan soit de vos amis? Faites boire là mes chevaux, qu'on les amène après nous. Je veux un peu marcher à pied. Au ciel! Que vois-je, quoi, mon frère? Vous voilà avec notre ennemi mortel. Notre ennemi mortel? Oui, je suis Don Juan moi-même. Et l'avantage du nombre ne m'obligera pas à vouloir déguiser mon nom. Au ciel! Traître! Il faut que tu périsses! Ah, mon frère, arrêtez! Je lui suis redevable de la vie et sans le secours de son bras, j'aurais été tué par des voleurs que j'ai trouvés! Et vous voulez que cette considération empêche notre vengeance? Tous les services que nous rend une main ennemie ne sont d'aucun mérite pour engager notre âme. Et s'il faut mesurer l'obligation à l'injure, votre reconnaissance, mon frère, est ici ridicule. Et comme l'honneur est infiniment plus précieux que la vie, c'est ne devoir rien proprement que d'être redevable de la vie à qui nous a ôté l'honneur. Je sais la différence, mon frère, qu'un gentilhomme doit toujours mettre entre l'un et l'autre. Et la reconnaissance de l'obligation n'efface point en moi le ressentiment de l'injure. Mais souffrez que je lui rende ici ce qu'il m'a prêté et que je m'acquitte sur le champ de la vie que je lui dois par un délai de notre vengeance et lui laisse la liberté de jouir durant quelques jours du fruit de son bienfait. Non. Non! C'est hasarder notre vengeance que de la reculer, et l'occasion de la prendre peut ne plus revenir. Le ciel nous l'offre ici. C'est à nous d'en profiter. Quand l'honneur est blessé mortellement, on ne doit point songer à garder aucune mesure. Et si vous répugnez à prêter votre bras à cette action, vous n'avez qu'à vous retirer et laisser à ma main la gloire d'un tel sacrifice. De grâce, mon frère. Tous ces discours sont superflus. Il faut qu'il meure! Arrêtez-vous, dit mon frère. Je ne souffrirai point du tout qu'on attaque ses jours, et je jure le ciel que je le défendrai ici contre qui que ce soit. Et je saurai lui faire un rempart de cette même vie qu'il a sauvée. Et pour arrêter vos coups, il faudra que vous me perciez. Quoi, vous prenez le parti de notre ennemi contre moi? Et loin d'être saisi à son aspect des mêmes transports que je sens, faites voir pour lui des sentiments pleins de douceur. Mon frère, montrons de la modération dans une action légitime. Et ne vengeons point notre honneur avec cet emportement que vous témoignez. Ayons du cœur dont nous soyons les maîtres. Une valeur qui n'est rien de farouche et qui se porte aux choses par une pure délibération de notre raison, et non point par le mouvement d'une aveugle colère. Je ne veux point, mon frère, demeurer redevable à mon ennemi. Et je lui ai une obligation dont il faut que je m'acquitte avant toute chose. Notre vengeance, pour être différée, n'en sera pas moins éclatante. Au contraire, elle en tirera de l'avantage, et cette occasion de l'avoir pu prendre la fera paraître plus juste aux yeux de tout le monde. L'étrange faiblesse et l'aveuglement effroyable d'hasarder ainsi les intérêts de son honneur pour la ridicule pensée d'une obligation chimérique. Non, mon frère, ne vous mettez pas en peine. Si je fais une faute, je saurai bien la réparer. Et je me charge de tous les soins de notre honneur. Je sais à quoi il nous oblige. Et cette suspension d'un jour que ma reconnaissance lui demande ne fera qu'augmenter l'ardeur que j'ai de le satisfaire. Don Juan, vous voyez que j'ai soin de vous rendre le bien que j'ai reçu de vous, et vous devez par là juger du reste. Croire que je m'acquitte avec même chaleur de ce que je dois et que je ne serai pas moins exact à vous payer l'injure que le bienfait. Je ne veux point vous obliger ici à expliquer vos sentiments, et je vous donne la liberté de penser à loisir aux résolutions que vous avez à prendre. Vous connaissez assez la grandeur de l'offense que vous nous avez faite, et je vous fais juge vous-même des réparations qu'elle demande. Il est des moyens doux pour nous satisfaire. Il en est de violents et de sanglants, mais enfin, quelque choix que vous fassiez. Vous m'avez donné parole de me faire raison par Don Juan. Songez à me la faire, je vous prie. Et vous ressouvenez que, hors d'ici, je ne dois plus qu'à mon honneur. Je n'ai rien exigé de vous. Et vous tiendrez ce que j'ai promis. Allons, mon frère. Un moment de douceur ne fait aucune injure à la sévérité de notre devoir.
Voilà! Hé! Sganarelle! Plaît-il? Comment, coquin, tu fuis quand on m'attaque? Oh, pardonnez-moi, monsieur, je viens seulement d'ici près. Je crois que cet habit est purgatif et que c'est prendre médecine que de le porter. Peste soit insolent! Couvre au moins ta poltronnerie d'un voile plus honnête. Sais-tu bien qui est celui à qui j'ai sauvé la vie? Moi, non. C'est un frère d'Elvire. Ah! Il est assez honnête homme, il en a bien usé. Et j'ai regret d'avoir démêlé avec lui. Il vous serait aisé de pacifier toute chose. Oui. Mais ma passion est usée pour Don Elvire. Et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime la liberté en amour, tu le sais. Et je ne saurais me résoudre à renfermer mon cœur entre 4 murailles. Je te l'ai dit 20 fois. J'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à toutes les belles. Et c'est à elles à le prendre tour à tour et à le garder tant qu'elles le pourront. Mais quel est le superbe édifice que je vois entre ces arbres? Vous ne le savez pas? Non, vraiment. Bon. C'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Tu as raison. Je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage, aussi bien que de la statue du commandeur. Et j'ai envie de l'aller voir. Monsieur, n'allez point là! Pourquoi? Cela n'est pas civil d'aller voir un homme que vous avez tué. Au contraire, c'est une visite dont je veux lui faire civilité. Et qu'il doit recevoir de bonnes grâces, s'il est galant homme. Allons, entrons dedans. Que cela est beau! Les belles statues! Les beaux marbres! Les beaux piliers! Oh, que cela est beau! Qu'en dites-vous, monsieur? Qu'on ne peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé durant sa vie d'une assez simple demeure en veuille avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire. Voilà la statue du commandeur! Parbleu, le voilà bon! Ma foi, monsieur, cela est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il va s'en aller parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul. Et je crois qu'il ne prend pas plaisir de nous voir. Il aurait tort. Ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi. C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois. Demande-lui, te dis-je. Vous moquez-vous? Ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. Quelle bizarrerie. Seigneur commandeur. Je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui me l'a fait faire. Seigneur commandeur, mon maître Don Juan vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. Qu'as-tu? Dis donc, veux-tu parler? La statue! Eh bien, la statue, que veux-tu dire, traître? Mais je vous dis que la statue! Eh bien, la statue, je t'assomme si tu ne parles! La statue m'a fait signe! La peste, le coquin! Elle m'a fait signe, vous dis-je! Allez, vous en lui parlez vous-même, hein, pour voir, hein, peut-être! Viens! Viens, Marot! Je te veux bien faire toucher au doigt ta poltronnerie! Prends garde. Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi? Je ne voudrais pas en tenir 10 pistoles. Eh bien, monsieur. Allons. Sortons d'ici. Voilà de mes esprits forts qui ne veulent rien croire. Quoi qu'il en soit, laissons cela. C'est une bagatelle. Et nous pouvons avoir été trompés par un faux jour ou trompés par quelque vapeur qui nous ait troublé la vue. Monsieur, ne cherchez pas à démentir ce que nous avons vu des yeux que voilà. Il n'est rien de plus véritable que ce signe de tête. Et je ne doute point que le ciel, scandalisé de votre vie, n'ait produit ce miracle pour vous convaincre et pour vous retirer de... Si tu m'importunes davantage de tes sottes moralités,
Si tu me dis encore le moindre mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un, demander un air de bœuf, te faire tenir par 3 ou 4 et te rouer de 1000 coups. M'entends-tu bien? Fort bien. Le mieux du monde. C'est ce qu'il y a de bon en vous. Vous vous exprimez clairement. Vous n'allez point chercher de détour. Vous dites les choses avec une netteté admirable. Allons, qu'on me fasse souper le plus tôt qu'on pourra. Monsieur, voilà votre marchand, monsieur Dimanche, qui demande à vous parler. Ah, voilà ce qu'il nous faut qu'un compliment de créancier. Et de quoi s'avise-t-il de venir nous demander de l'argent? Et que ne lui disais-tu que monsieur n'y était pas? Il y a 3/4 d'heure que je lui dis. Mais il ne veut pas le croire. Et s'est assis là-dedans pour attendre. Eh bien qu'il attende tant qu'il voudra. Non, au contraire. Faites-le entrer. C'est une fort mauvaise politique que de se faire sceller aux créanciers. Il est bon de les payer de quelque chose. Et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits sans leur donner un double. Oh, monsieur Dimanche, approchez! Oh, que je suis ravi de vous voir, et que je veux de mal à mes gens de ne vous pas faire entrer d'abord. J'avais donné ordre qu'on ne me fît parler personne, mais cet ordre n'est pas pour vous, et vous êtes en droit de ne trouver jamais de porte fermée chez moi. Monsieur, je vous suis fort obligé. Parbleu, coquin, je vous apprendrai à laisser monsieur Dimanche dans une antichambre, et je vous ferai connaître les gens. Monsieur, cela n'est rien. Comment? Vous dire que je n'y suis pas? À monsieur Dimanche, au meilleur de mes amis. Monsieur, je suis votre serviteur. Je venais... Allons vite, un siège pour monsieur Dimanche. Monsieur, je suis bien comme cela. Point. Je veux que vous soyez assis contre moi. Cela n'est pas nécessaire. Ôtez ce pliant et apportez un fauteuil. Monsieur, vous vous moquez. Non, je sais ce que je vous dois et je ne veux point qu'on mette de différence entre nous deux. Ah, monsieur. Allons, asseyez-vous. Il n'est pas besoin, monsieur, je suis bien comme cela. Mettez-vous là, vous dis-je. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Non. Je ne vous écoute point si vous n'êtes assis. Monsieur, je fais ce que vous voulez. Parbleu, monsieur Dimanche, vous vous portez bien. Oui, monsieur, pour vous rendre service. Vous avez un fond de santé admirable. Des lèvres fraîches, un teint vermeil et des yeux vifs. Ah, je voudrais bien. Comment se porte madame Dimanche, votre épouse? Bien, Dieu merci. C'est une brave femme. Elle est votre servante. Et votre petite fille, Claudine, comment se porte-t-elle? Le mieux du monde. La jolie petite fille que c'est. Je l'aime de tout mon cœur. C'est trop d'honneur que vous lui faites, monsieur. Et le petit Colin, fait-il toujours bien du bruit avec son tambour? Plus que jamais. Et votre petit chien Brusquet, gronde-t-il toujours aussi fort et mord-il toujours bien aux jambes les gens qui vont chez vous? Oh, oui, monsieur. Et nous ne saurions en venir à vous. Monsieur, ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de toute la famille, car j'y prends beaucoup d'intérêt. Ah, nous vous sommes, monsieur, infiniment obligés. Touchez donc là. Monsieur Dimanche. Êtes-vous bien de mes amis? Monsieur, je suis votre serviteur. Parbleu, je suis à vous de tout mon cœur. Monsieur, vous m'honorez trop. Il n'est rien que je ne fisse pour vous. Monsieur, vous avez trop de bonté pour moi. Et cela sans intérêt, je vous prie de le croire. Oh, monsieur, je n'ai pas mérité cette grâce. Ça, monsieur Dimanche, sans façon. Voulez-vous souper avec moi? Non, monsieur, je dois m'en retourner tout à l'heure. Allons vite, un flambeau pour conduire monsieur Dimanche et que 4 ou 5 de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. Ah, monsieur, non, il n'est pas besoin. Je m'en retournerai bien tout seul. Comment? Je veux qu'on vous escorte et je m'intéresse trop à votre personne. Je suis votre serviteur et, de plus, votre débiteur. Ah! Monsieur... C'est une chose que je ne cache pas et je le dis à tout le monde. Si... Voulez-vous que je vous reconduise? Oh, non, monsieur, je m'en irai bien tout seul. Embrassez-moi donc, s'il vous plaît. Je vous prie encore une fois d'être persuadé que je suis tout à vous et qu'il n'y ait rien au monde que je ne fisse pour votre service. Ah, il faut avouer que vous avez en monsieur un homme qui vous aime bien. Il me fait tant de civilité, tant de compliments, que je ne saurais jamais lui demander de l'argent. Toute sa maison périrait pour vous.
Et je voudrais qu'il vous arrivât quelque chose, que quelqu'un s'avisât de vous donner des coups de bâton, vous verriez de quelle manière. Oh, il est vrai. Mais Sganarelle, pouvez-vous lui toucher un petit mot de mon argent? Ne vous mettez pas en peine. Il vous paiera le mieux du monde. Mais vous, Sganarelle, vous me devez quelque chose en votre particulier? Fille, ne parlez pas de cela. Comment Ne sais-je pas bien ce que je vous dois? Oui, mais... Allons, monsieur Dimanche, je vais vous éclairer. Mais mon argent! Oh, vous moquez-vous. Je veux... Mais j'entends! Ouais, pas gâté. Fille, vous dis-je. Monsieur, voilà monsieur votre père. Me voilà bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse, et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien là de vos déportements. Hélas, que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut. Quand nous voulons être plus avisés que lui, et que nous venons à l'importuner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils, avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche, avec des transports incroyables. Et ce fils, que j'obtiens en fatiguant le ciel de vœux, est le chagrin et le supplice de cette vie même, dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes dont on a peine aux yeux du monde adoucir le mauvais visage? Cette suite continuelle de méchantes affaires qui nous réduisent à toutes heures à lasser les bontés du souverain et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis. Ah! Quelle bassesse est la vôtre! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanité? Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme? Croyez-vous qu'il suffise d'emporter le nom et les armes? Et que ce nous soit une gloire d'être sortis d'un sang noble lorsque nous vivons en infâme? Non! Non! La naissance n'est rien où la vertu n'est pas. Aussi, nous n'avons part à la gloire de nos ancêtres qu'autant que nous nous efforçons de leur ressembler. Et cet éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas qu'ils nous tracent, et de ne point dégénérer de leur vertu si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Ainsi, vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes nés. Ils vous désavouent pour leur sang, et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous donne aucun avantage. Au contraire, l'éclat n'en rejaillit sur vous qu'à votre déshonneur. Et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature, que la vertu est le premier titre de noblesse, que je regarde bien moins aux noms qu'on signe qu'aux actions qu'on fait, et que je ferai plus d'état du fils d'un crocheteur qui serait honnête homme que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous. Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Non, insolent, je ne veux pas m'asseoir ni parler davantage. Et je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions. Que je saurais, plutôt que tu ne penses, mettre une borne à tes dérèglements. Prévenir sur toi le courroux du ciel. Et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Et mourrez le plus tôt que vous pourrez. C'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son tour. Et j'enrage de voir des pères qui vivent autant que leurs fils. Monsieur, vous avez tort. J'ai tort? Oui, monsieur. J'ai tort? Oui, monsieur, vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous a dit, et vous le deviez mettre dehors par les épaules.
Mais a-t-on jamais rien vu de plus impertinent? Un père venir faire des remontrances à son fils? Lui dire de corriger ses actions, de se ressouvenir de sa naissance, et de mener une vie d'honnête homme, et sans autre sottise de pareille nature? Cela se peut-il souffrir à un homme comme vous, qui savez comme il faut vivre? J'admire votre patience. Et si j'avais été à votre place, je l'aurais envoyé promener. Oh, complaisance maudite, à quoi me réduis-tu? Me fera-t-on souper bientôt? Monsieur, voici une dame voilée qui vient vous parler. Que pourrait-ce être? Il faut voir. Ne soyez point surpris, don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite, et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici pleine de secours que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changée de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette donne Elvire qui faisait des vœux contre vous, et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Il n'a laissé dans mon cœur, pour vous, qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. Tu pleures, je pense. Pardonnez-moi. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite m'a inspiré de vous venir trouver et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère, redoutable et prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue, grâce au ciel, de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue, et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite, et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurai une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut que je vous demande avec larmes. Si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Pauvre femme. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toute chose pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie, ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Encore une fois, don Juan, je vous le demande avec larmes, et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure, par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Cœur de tigre! Je m'en vais, après ce discours, et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Madame? Il est tard. Demeurez ici, on vous y logera le mieux qu'on pourra. Non, don Juan, ne me retenez pas davantage. Madame, vous me ferez plaisir de demeurer, je vous assure. Non, vous dis-je, ne perdons point de temps en discours superflus. Laissez-moi vite aller, ne faites aucune instance pour me conduire, et songez seulement à profiter de mon avis.
Sais-tu bien que j'ai encore senti quelque peu d'émotion pour elle? Que j'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre. Et que son habit négligé, son air languissant et ses larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint. C'est-à-dire que ces paroles n'ont eu aucun effet sur vous? Vite, à souper! Fort bien! Sganarelle, il faut songer à s'amender pourtant. Oui, gars! Oui, parbleu, il faut s'amender. Encore 20 ou 30 ans de cette vie-ci et puis nous songerons à nous. Oh, Qu'en dis-tu? rien. Voilà le souper. Il me semble que tu as la joue enflée. Qu'est-ce que c'est? Parle donc, as-tu là? Rien. Montre un peu. Oh, parbleu! C'est une fluxion qui lui est tombée sur la joue! Vite! Une lancette pour percer cela! Le pauvre garçon n'en peut plus! Et cet abcès le pourrait étouffer! Attends! Voyez comme il était mûr! Un coquin que vous êtes! Pardonnez-moi, monsieur, je voulais voir si votre cuisinier n'avait pas mis trop de sel ou trop de poivre. Allons, mets-toi là et mange. J'ai affaire de toi quand j'aurai soupé. Tu as faim à ce que je vois? Je le crois bien, je n'ai point mangé depuis ce matin. Voilà, petit compère, que vous êtes habile à donner des assiettes nettes. Qui peut frapper de cette sorte? Qui nous vient troubler dans notre repas? Je veux souper en repos, au moins, et qu'on ne laisse entrer personne. Laissez-moi faire, je m'y en vais moi-même. Qui est là? Allons voir. Et montrons que rien ne me saurait ébranlé. Oh, pauvre Sganarelle, où te cacheras-tu? Une chaise et un couvert, vite donc! Allons, mets-toi à table! Monsieur, je n'ai pas faim. Mets-toi là, te dis-je! À boire! À la santé du commandeur! Je te la porte, Sganarelle! Je n'ai plus soif, monsieur. Il la porte, bois! Et chante ta chanson pour régaler le commandeur! Je suis enrhumé. Allons, vous autres, venez! Accompagnez sa voix! Don Juan, c'est assez. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui. J'irai accompagné du seul Sganarelle. Je vous rends grâce, il est demain jeune pour moi. Va chercher un flambeau! On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel. Quoi, mon fils? Serait-il possible que la bonté du ciel eût exaucé mes vœux? Ce qu'on me dit est-il bien vrai? Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir? Et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion? Oui. Vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir. Et le ciel, tout d'un coup, a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux. Et je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été et les désordres criminels de la vie que j'ai menée. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations et m'étonne comme le ciel les a pu souffrir si longtemps et n'a pas 20 fois sur ma tête laissé tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa beauté m'a faites en ne me punissant point de mes crimes. Et je prétends en profiter comme je dois. Faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie. Réparer par là le scandale de mes actions passées. Et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler. Et je vous prie, monsieur, de bien vouloir contribuer à ce dessein. Et de m'aider vous-même à faire choix d'une personne qui me serve de guide. Et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer. Ah, mon fils, que la tendresse d'un père est aisément rappelée.
les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Je ne me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez donnés. Et tout est effacé par les paroles que vous venez de me faire entendre. Je ne me sens pas, je l'avoue. Je jette des larmes de joie. Tous mes vœux sont satisfaits. Et je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, mon fils. Et persistez, je vous conjure, dans cette louable pensée. Pour moi, j'en vais tout de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère. Partager avec elle les doux transports du ravissement où je suis. Et rendre grâce au ciel des saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer. Monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti. Il y a longtemps que j'attendais cela, et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste le benait. Comment le benait? Quoi? Tu prends pour de bon argent ce que je viens de te dire? Tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Quoi? Vous ne... Mais... Ce n'est pas... Mais votre... Oh, quel homme! Quel homme! Quel homme! Non, non, je ne suis point changé, et mes sentiments sont toujours les mêmes. Mais vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante? Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai forgé par pure politique. Un stratagème utile, une grimace nécessaire où je veux me contraindre pour ménager un père dont j'ai besoin et me mettre à couvert du côté des hommes de 100 fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien, Sganarelle, t'en faire confidence. Je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Quoi, vous ne croyez rien et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien? Mais pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Quel homme! Quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti, qui en choque un, se les jette tous sur les bras. Et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, et que chacun connaît pour être véritablement touché, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse, qui par ce stratagème ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié, et 2 roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit, que si je viens à être découvert, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale, et je serai défendu par elle envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai
en censeur des actions d'autrui, jugerait mal de tout le monde, et n'aurait bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais, et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel. Et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis. Je les accuserai d'impiété et saurai déchaîner contre eux des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Ô ciel, qu'entends-je ici? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Et voilà le comble des abominations. Monsieur, cette dernière s'y m'emporte et je ne puis m'empêcher de parler. Faites de moi ce qui vous plaira. Battez-moi, assommez-moi de coups, tuez-moi si vous le voulez. Mais il faut que je décharge mon cœur. Et qu'en valet fidèle, je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Et comme dit si bien cet auteur, que je ne connais pas, l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est point dans les jeunes gens. Les jeunes gens doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. Nécessité n'a point de loi, et qui n'a point de loi vit en bête brute. Et par conséquent, vous serez damnés à tous les diables. Oh, le beau raisonnement. Après cela, si vous ne vous rendez, eh ben tant pis pour vous. Don Juan, je vous trouve à propos et suis bien aise de vous parler ici pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce soin me regarde et que je me suis en votre présence chargé de cette affaire. Pour moi, je ne le cède point. Je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur et il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie et pour vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Hélas, je voudrais bien, de tout mon cœur, vous donner la satisfaction que vous souhaitez. Mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie. Et je n'ai point d'autre pensée maintenant que de quitter tous les attachements du monde, de me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités, et de réparer désormais par une austère conduite tous les dérèglements criminels où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse. Et ce dessein, Don Juan, ne choque point ce que je dis. Et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout. C'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite. Et nous avons été touchés tous deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire, pouvant être imputée au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille. Notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Je vous assure que cela ne se peut. J'en avais pour moi toutes les envies du monde. Et je me suis même encore aujourd'hui conseillé au ciel pour cela. Mais lorsque je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur. Et qu'avec elle, assurément, je ne ferais point mon salut. Croyez-vous, Don Juan, nous éblouir par ces belles excuses? J'obéis à la voix du ciel. Quoi, vous voulez que je me paye d'un semblable discours? C'est le ciel qui le veut ainsi. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite? Le ciel l'ordonne de la sorte. Nous souffrirons cette tâche en notre famille. Prenez-vous-en au ciel. Mais quoi, toujours le ciel? Le ciel le souhaite comme cela. Il suffit, Don Juan. Je vous entends.
Mais ce n'est pas ici que je veux vous prendre et le lieu ne souffre pas. Mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque pas de cœur et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure dans cette petite rue écartée qui mène au grand couvent. Mais je vous déclare pour moi que ce n'est point moi qui me veux battre. Le ciel m'en défend la pensée. Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Nous verrons, de vrai. Nous verrons. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pire que le reste et je vous aimerais bien mieux comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut, mais c'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le ciel qui vous a souffert jusqu'ici ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur. Ah, va. Le ciel n'est pas si exact que tu penses. Et si, toutes les fois que les hommes l'ont... Monsieur, c'est le ciel qui vous parle et c'est un avis qu'il vous donne. Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement, s'il veut que je l'entende. Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. S'il ne se répand ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur? Qui ose tenir ces paroles? Je crois connaître cette voix. C'est un spectre, je le reconnais au parler. Spectre, fantôme ou diable, je veux voir ce que c'est. Oh, monsieur, rendez-vous à tant de preuves et jetez-vous vite dans le repentir. Non, non, il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi. Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. Oui. Où faut-il aller? Donnez-moi la main. La voilà. Don Juan, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Ciel, que sens-je? Un feu invisible me brûle. Je n'en puis plus. Et tout mon corps devient un brasier ardent. Mes gages! Mes gages! Voilà par sa mort un chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femmes mises à mal, mari poussé à bout, tout le monde est content. Il n'y a que moi seul de malheureux. Mes gages! Mes gages! Mes gages!